Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois le plus jeune champion de France, force universelle scratch que nous ayons connu en 2016 à 16 ans. Le seul et unique à ce jour champion du monde junior français à la fosse olympique et le champion de France fosse olympique scratch en titre, membre à part entière de l'équipe de France fosse olympique, j'ai nommé Clément Bourg. Bonjour Clément, comment tu vas? Bonjour, très bien, et vous? Eh ben écoute, on fait aller, toujours Ouais. un peu de cascade, fracture de la rotule ces derniers temps, mais bon, avec la jambe sous la table, ça se voit pas pour nos amis qui nous écoutent, donc voilà. Clément, tu reviens des championnats d'Europe. Je sais que tes sentiments sont un peu mitigés parce que, à la fois, t'as bien tiré, mais comme t'es un gagnant et un gagneur et un combat, enfin bon, voilà, on n'est jamais. Mais j'aimerais bien que tu me dises comment ça s'est passé. Ouais, un entraînement assez difficile pour prendre des repères. Derrière, on attaque la compétition, il faisait chaud, il y avait un peu du monde. Première compétition en quota depuis un petit moment quand même. Donc ouais, il y avait beaucoup de pression, la pression plus la chaleur, fallait bien s'hydrater, fallait bien prendre des repères. Et voilà, donc je termine mon match, qualifié pour la demi-finale. Donc ce nouveau système de demi-finale qui est très dur à comprendre. Et je suis pas arrivé à rentrer dans la demi-finale. Donc j'ai essayé de faire au mieux, mais malheureusement, c'était pas suffisant. Bon, écoute, on peut dire quand même que c'est une belle compétition parce que, bon, n'empêche que tu rentres dans tu finis combien? Sixième? Cinquième ex aequo, et du coup ça met Cinquième ex aequo, cinquième ex aequo d'une compétition internationale et continentale. Je crois que enseignant, je crois que là, étape par étape, tu commences à gravir les échelons. Et puis comme je crois pas aux, aux choses qui arrivent trop vite et tout, les vrais palmarès se construisent sur des fondations, on va dire, solides. Et je crois que là, tu es bien parti pour. j'espère. Clément, le jeune Clément Beau, je disais que tu as été champion de France Scratch à 16 ans, à Ichoux en 2016, une très belle compétition. 16 ans, donc tu as commencé à quel âge? J'ai commencé le ball trap à l'âge de 9 ans et demi à peu près. 9 ans et demi. Comment tu as... C'est avec Jacques Font, un tireur, un ancien tireur qui travaillait avec mon père à l'époque. On a voulu aller s'entraîner pour l'ouverture de la chasse, tout simplement. Et moi qui suis passionné depuis tout petit avec mon père à aller à la chasse, à aller derrière lui, tout ça, j'ai dit je veux venir avec toi voir comment ça se passe. Et donc il tirait tout ça et j'ai dit moi aussi je veux tirer. Pourquoi vous et pas moi? Et donc on y est retourné donc avec une arme plus adaptée. Parce qu'un calibre 12, ça recule assez forcément quand on a 9 ans, on n'a pas la taille pour. Et donc mes premiers plateaux, je les ai fait avec une 410, un 12 millimètres. Et voilà, la passion, elle est venue comme ça. Puis petit à petit, on change un peu de calibre, on change un peu de distance de tir, bien évidemment. Parce que le 12 millimètres, ça reste quand même assez un petit calibre. Donc on tirait à maximum 20 mètres, on va dire. Puis après, j'ai voulu directement passer au calibre 12. Ok. Et donc, en réalité, papa était chasseur, C'est ça. mais il n'était pas tireur de balle trap. Vous êtes allé au balle trap ensemble, quoi. C'est ça, ouais. Voilà. Toi, tu admirais ton père en tant que chasseur, et puis C'est ça. aujourd'hui, j'ai l'impression que la transmission de l'admiration est mutuelle, c'est-à-dire que ton papa on va dire, ton papa et ta famille en général t'admirent et ils ont bien raison de t'admirer. La famille, c'est important pour toi. C'est très important, ouais. Alors la famille, dis-moi, la famille, c'est papa qui est, Ça. lui, qui est gaga de tir et tout ça, mais il n'y a pas que papa, il y a... Il y a aussi maman qui nous suit sur les compétitions, ou si quand elle nous suit pas, elle nous suit sur le téléphone, enfin tout.
Pour. Il y a Harmonie, ma sœur aussi, qui pareil me suit à fond. Et puis bientôt, ben, le petit, Alessio. Ah, le célèbre, comment il s'appelle, ce prénom? Alessio. Alexio. Ben, Alexio, il est précoce aussi, parce que là, quelle intelligence, quelle beauté, et puis alors vraiment, il est pétillant, ce gamin. Franchement, oui, c'est vrai que dans la famille, papa, maman, et puis Harmonie, elle est également supportrice à fond de son frère, et puis je pense que toi, ça participe à ton équilibre Ben, parfait. bien, ouais. Ça te manquerait vraiment si jamais, bah, tous les jours, il n'y avait pas quand même le contact avec tes proches. Ouais, ouais, ouais. 2016, moi je m'en souviens parce que j'allais encore sur les pas de tir présenter mes produits, etc. Et puis je me rappelle de toi parce que vraiment, je me rappelle, j'étais venu te voir tirer, je crois, 2 séries comme ça, tu m'avais épaté. Mais ce qui m'avait très frappé également, et je ne sais pas si tu t'en rappelles, parce que c'est vrai que dans ces Pas sûr. moments-là, on est tellement heureux, ces moments-là, sur le podium, quand on t'a remis ta médaille de champion de France Scratch, hein, il y avait un truc formidable sur ce podium. C'est-à-dire qu'il y avait Clément Bourg, 16 ans, qui avait gagné le championnat de France, et deuxième Alain Barrière, qui en avait à l'époque, je pense, 67-68, et qui était sur ce podium. Tu te rappelles d'Alain Barrière? Ah, je m'en rappelle très bien, oui. C'est un grand monsieur du tir, hein. Un très grand, ouais. Alain qui nous a quittés trop tôt. Je suis un peu sensible avec Alain, c'est un ami. Ouais. Dans ma vie avec lui, je me suis fâché, engueulé, tout ce que tu veux. Mais à l'arrivée, sur les 3 ou 4 dernières années, on s'appelait pratiquement 10 fois par semaine. Ils étaient atteints de la même maladie que celle que j'ai eue. Et puis, vraiment, on était proches. Mais c'est un type qui, il sentait, c'était Monsieur Baltrap, quoi. C'était. Ah, ouais. Et est-ce que tu as pu quand même un peu échanger avec lui? Je sais pas, parce que quand tu Oui, as oui, 6 ans, c'est on- pas. Il a pu te parler, te donner des conseils. oui, oui, Comment ça se passe? comme on était en équipe de France FU ensemble aussi, on a beaucoup échangé, on a beaucoup sympathisé, et c'était un gars en or. Ouais, c'est un personnage, hein, c'est un Ouais. perso- Et puis, on va dire que c'est vrai que d'un point de vue technique, puis lui, il était comme le bon vin, hein, c'est-à-dire en vieillissant, en prenant de l'expérience et de l'expertise, il avait perdu son trac, beaucoup de trac, et donc il tirait les compétitions en faisant parler uniquement son savoir, sa technique, et puis c'était un garçon fantastique, fantastique. Non, tout ça pour dire que sur ce podium, je sais pas si il y avait une image quand même dont on s'est jamais assez servi, il me semble. C'est que le tir, c'est un sport que de 16 à 70 ans, on peut être au top à partir du moment où on conserve un certain nombre d'aptitudes visuelles, etc. Et puis on peut se faire plaisir longtemps, hein. Ah, Donc oui, oui, c'est vraiment quelque chose qu'on doit effectivement valoriser. Ouais, je me rappelle aussi que là, tu es venu me voir dans l'intervalle là, de la saison, puis qu'on a commencé à travailler. Donc, tu vois, ça passe 2016. Et puis, ouais, on a travaillé ensemble depuis lors. Enfin, travailler, c'est un bien grand mot. C'est plutôt, on a pris du plaisir ensemble à collaborer. Et voilà. Mais palmarès quand même, 2016 FU, puis tu passes carrément l'année d'après en FO. Et là, tu es le seul à aujourd'hui, tu es le seul champion du monde français de fosse olympique junior que la France ait connu. Et effectivement, là, la France du tir t'a encore plus connu. Et je crois que c'est là qu'on a pu, plus qu'à tout temps, à tout moment, pour estimer que tu étais sûrement un des grands espoirs, pour pas dire un des successeurs d'un des grands, des grands tireurs français, Michel Carriga, et en ce moment, évidemment, tu construis ta carrière. ouais. Tu en avais entendu parler, toi aussi? Je parle toujours de Carriga, mais enfin, dans les Oui, chaînes. oui, oui. Ouais, ton Ben, papa? Non, et, pardon. quand j'ai commencé le tir, il y avait une compétition, je m'en souviens très bien, à Cabane, Hum. et il était venu tirer, Ouais. alors que ça faisait, je crois, 3 ans qu'il avait plus tiré.
Et je m'étais mis derrière lui à fond et il avait fait 23 pour une fois. Il a un style Mais très, alors très. c'était 23, mais facile. Ouais. Euh, Cette année, si on revient à des choses, bon, évidemment, je vais pas. Évidemment, dans l'année 2017, tu étais, en 2018, tu as eu l'argent aussi au championnat d'Europe junior. Ouais. Tu as, t'as été champion d'Europe aussi, excusez-moi, je t'ai passé en 2016, fosse universelle, mais bon, cette année, disons que depuis 2017, tu construis sur de la fosse olympique. Alors, il y a eu un petit peu de, on va dire, de retard dans tout ça à cause du Covid, bien sûr, parce Et qu'il y a oui. eu beaucoup de choses qui se sont annulées. Mais cette année, hein, là, tu un peu, arrives à la consécration en France, au moins, tu es champion de France. Oui, cette année, ouais. C'était où? À Châteauroux. Ouais, Châteauroux. Et puis, tu as des membres maintenant éminents de l'équipe de France, fosse olympique, que tu vas défendre les couleurs, je crois, de la France au futur champion du monde en Croatie. C'est ça, ouais, à la fin du mois. Ah, ok. Ok, ok, ok. D'un point de vue purement préparation, parle-moi, parce que je pense qu'à la fosse olympique, là, vous êtes bien préparé, il y a des préparations spécifiques. Parle-moi un petit peu de préparation physique, technique, et parle-moi un petit peu de ta Ouais. vie de sportif de haut niveau. Alors, je vais commencer par la préparation physique. Donc moi, je suis pas l'adepte de la préparation physique. Je devrais, je le sais. Je cours un peu, je fais un peu de sport de mon côté avec mes propres programmes. Donc c'est une, deux, trois fois par semaine, ça dépend de mon planning. Alors, qu'est-ce que tu appelles 3 fois par semaine? De quelle discipline tu parles? De sport. Voilà, Oui, non, de sport, oui. Mais je veux dire musculation, ouais, jogging, euh, de jogging. Je cours beaucoup. Ensuite, c'est des entraînements bah, à la maison, abdos, pompes, des trucs faciles, on va dire, qui se font sans besoin de machine ou oui, mais enfin bon, pratique. tu sais, nos aïeux avaient pas de machine et puis c'était des athlètes de haut niveau. On peut avoir des Bien abdos, on sûr, peut avoir des biceps, on peut avoir tout. Si tu fais des pompes, des abdos et trucs sans machine, ça va bien aussi, quoi. Le tout, c'est pas se laisser aller, quoi. oui. C'est-à-dire de le faire régulièrement, au moins 3 fois par semaine. Oui, c'est bien. Ouais, ouais. Ouais, c'est Euh, ça. Bah, après, c'est oui, surtout. Tu travailles tous les muscles à peu près quand même, même si tu sais pas des trucs, les jambes, les abdos, tout. Ouais, ouais, bah, j'essaye de répartir un peu, on va dire. Mhm. Le jogging, ça t'apporte quoi par rapport à la respiration, par rapport à tes Ouais, phases de tir? alors ça aide sur la respiration et puis sur ça joue un petit peu sur le mental aussi. De Oui, toujours se dépasser, on a mal aux jambes, mais il faut continuer, il faut jamais s'arrêter. d'accord. Contrôle aussi, peut-être aussi, quand on a un peu de stress, du rythme cardiaque aussi, parce que quand on habitue son cœur à l'effort, oui. Ouais, ça y joue aussi, ouais. Autrement, dans ta vie, avant de devenir le sportif de haut niveau que tu es aujourd'hui, tu as pratiqué d'autres sports? Énormément, ouais. Énormément de sport. J'ai un peu tout essayé avant de trouver le bon sport, on va dire. J'ai essayé le vélo en descente, j'ai essayé le foot, mais ça m'a pas du tout À moi, plu. tu vois, et ça c'est un sport que j'y arrive encore, le vélo en descente. Ouais. Le problème, c'est quand il faut monter. Bien compté, c'est ça, ouais. Non, je rigole. Alors après, j'ai essayé le foot, ça m'a pas du tout plu. J'ai fait 3 ans de rugby. Ouais. Après le rugby, j'ai jonglé avec le tir et puis au final, j'ai arrêté le rugby pour le tir. Le problème du rugby, si tu prends un œil au beurre noir, après pour tirer, c'est plus difficile. C'est compliqué. Ouais, ouais, non, et puis même les courbatures, les machins, les trucs, c'est pas que. On ne devient pas des bibelots ou des empires en porcelaine, mais enfin bon, il faut quand même un certain nombre de choses. Ouais. C'est. Donc, si tu veux, c'est vraiment le tir dans lequel tu t'es. Sans me parler du fait qu'il y avait papa, la chasse, parce que on va y revenir, c'est vraiment le tir qui est ressorti dans une vraie passion, quoi. Ouais, c'est ça. Alors la raison, je ne la saurais pas exactement,
mais plus passionné, plus penché dans le tir, plus appliqué dans ce que je faisais, donc le tir, ouais. Plus doué aussi, que ça fait partie du plaisir quand même si c'est pas que, on peut faire du sport de masse ou comme ça, mais enfin, c'est vrai que quand on a tes aptitudes, ça doit en plus, voilà. Euh, au niveau, au niveau de l'entraînement, alors on va dire, on passe beaucoup plus technique là. Est-ce que tu es un tireur qui a besoin de tirer beaucoup, pas beaucoup? Comment, quand tu vas t'entraîner, ça se passe comment? À la veille des compétitions, dis-nous un peu Ouais. parce que ça intéresse les gens. Alors les entraînements, je me fixe trois jours d'entraînement, donc le mercredi matin, jeudi matin et samedi matin, voire la journée le samedi, si je peux. C'est selon mon envie. Selon mon envie, je pars toujours du principe où si on n'a pas envie, vaut mieux pas aller tirer et se dégoûter, on va dire. Donc des fois ça peut varier. Bon, j'essaye toujours de garder au minimum 50 plateaux, donc 50 plateaux appliqués, bien sûr. Et ben, selon mon envie, je peux monter jusqu'à 150, 175 plateaux. Alors comme je tire tout seul, ça va assez vite, c'est pour ça. Mais ça peut monter, ouais, jusqu'à 175 plateaux à la matinée. Tu as les veilles de compétition, comment ça se passe? Je présume que tu vas pas tirer 300 plateaux la veille de compétition, quoi. Non, ah bah alors on a un jour d'entraînement libre, donc en principe on fait deux, trois séries maximum, parce qu'on vient d'arriver, le décalage horaire s'il y en a, la fatigue du pour tout ça. Donc on a ces trois séries d'entraînement libre, ce qu'on appelle libre. Ensuite, la veille de la compétition, on a l'entraînement officiel, et là on a trois séries d'entraînement. Donc on a le choix de ne pas les faire, donc c'est toujours mieux de les faire bien sûr. Et on a donc ces trois séries qui vont nous préparer pour le lendemain la compétition. Donc, au niveau du tir, c'est important parce que moi, je suis absolument favorable à ce que tu viens de dire. Le côté quantitatif, bon, c'est bien que des fois on en a besoin, peut-être en début de saison ou comme ça, sur Oui, certaines journées, mais tu gardes quand même cette notion de tirer peu, on va dire, parce que tu fais partie, enfin c'est bien, mais dans des conditions de sérieux et d'attention qui peuvent, au plus que faire, se rapprocher de la compétition. Au niveau je veux dire, au niveau de l'application. Hein. Parce que tu es d'accord avec moi, quand on a tiré 200, entre 200 et 250, on n'est plus dans les conditions de tir normales et ça ne veut plus rien dire, quoi. oui, tout à fait. Au quotidien, qu'est-ce que le tir t'apporte au quotidien dans ta personnalité, dans ton approche des problèmes, est-ce que tu sens que vraiment c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup? Ça m'apporte, ouais, ça me fait, enfin, alors ça dépend quand surtout. Si c'est en plein milieu des compétitions, bah, c'est vraiment le sérieux pour la compétition. Quand c'est en arrière-saison, c'est vraiment quelque chose qui, on va dire, déstresse. Enfin, on va s'amuser, on va au tir, on va, voilà. D'accord. Alors, je parlais plus dans le façonnage de ta personnalité. Et quand je te dis des problèmes, c'est par exemple, je sais pas, si tu as besoin de passer des examens, des trucs où tu as l'impression que tes copains qui ont pas la même préparation de concentration et de maîtrise d'eux-mêmes ont plus de difficultés. Toi, tu contrôles plus les choses. Je sais pas, ou peut-être t'es plus calme, que tu ne le saurais si tu avais pas fait ça, quoi. C'est une Euh, question, moi, je vais peut-être pas là. Peut-être, je sais pas, j'ai toujours grandi avec le tir Ouais. depuis que j'ai, on va dire, 13 ans. T'as Je jamais été excité non plus. Ouais, non. Mais on va dire que depuis que j'ai 13 ans, je suis vraiment à 100% dans le tir. Donc, ce soit le week-end, des fois en semaine, quand je suis chez mes parents. Maintenant, à Bordeaux, c'est différent. Je peux y aller, on va dire, avec plus de créneaux. Mais j'ai toujours été avec le tir, que ce soit le week-end ou la semaine. À Bordeaux. Alors, t'es bordelais ou t'es du Vaucluse? Et ben, bordelais, du coup.
Ouais. Et tu te sens quoi, bordelais ou on dit vauclusien? Je sais pas. Oui, vauclusien. Vauclusien, ouais. Ouais. Bah, pour l'instant, je me sens un peu plus bordelais que vauclusien, parce que ben, ça fait maintenant 4 ans que je suis sur Bordeaux et que je fais Alors avant, je faisais mes études et le tir. Maintenant, ben, j'ai trouvé un petit travail et le tir. Ok. Bon, tu te sens bien à bord. Bon, tu me diras, il y a des villes plus désagréables, hein. Il y a Mais, pire. Non, mais Bordeaux, c'est une belle ville. voilà, tu as fait le chemin inverse, mon chemin inverse. C'est-à-dire, moi, j'étais bordelais, et puis je suis devenu, pas vauclusien, mais juste au-dessus de À Romois. la frontière, ouais. Mais enfin, bon, les deux régions sont très sympathiques. Tu sais pourquoi elles sont sympathiques? Parce que les gens ne se la pètent pas. Enfin bon, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais tu vois, c'est pas Oui, des oui. gens c'est pas des régions où on se la joue un petit peu, quoi. Euh, Comment tu vois le tir? Mine de rien, je vais te dire, quand tu vois l'évolution, oui, on pourrait dire t'es jeune, mais en fait, t'as commencé à 9 ans, aujourd'hui, t'es à 22, 23, si je ne m'abuse, c'est ça? 22, ouais. 22. Comment t'as vu évoluer le tir depuis tes 9 ans jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une réelle évolution? Alors, je parle surtout pour la fosse olympique, parce que la FU, j'y suis allé directement et j'ai fait, on va dire, peu d'années. Sur la fosse olympique, oui, parce que enfin, je parle pour moi surtout, j'étais le jeune tireur qui connaissait rien entre guillemets, et je me retrouvais face à des hommes qui tiraient, mais alors, enfin, on savait pas comment ils faisaient pour louper un plateau, quoi. Et bah, ça a évolué dans tout ce qui est tir, tout ça, les quotas. J'ai appris ce que c'était les quotas olympiques, les jeux, tout ça. Et en compétition, c'est vrai que c'est différent. Quand on est sur une année qui n'est pas olympique, donc il n'y a pas de quotas distribués, c'est plus relâché, c'est plus cool. Tandis que quand on est sur des années à quotas, c'est vraiment chacun est dans son coin, chacun fait sa compétition. C'est bien la concentration, tout ça. Alors, pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils sont pas au fait de tout, les quotas, c'est, Bah, les quotas, en fait, c'est des places que le comité olympique distribue sur les compétitions. Donc, c'est des tickets d'entrée, on va dire. Et selon les compétitions, ça va être le premier et deuxième qui va être coté, qui va obtenir la place. Et si, par exemple, sur une compétition, le premier et deuxième est déjà coté, ben, la place ira au troisième et quatrième. voilà. Donc c'est des bons ben, c'est des participations que les tireurs obtiennent pour les pays. Et si on a un quota, on a une participation aux Jeux Olympiques suivants assurée. C'est C'est ça. ça. Alors, Voilà. assuré, oui et non. Non, Parce que, assuré pour la France. Assuré pour ouais, la ouais, France. Après, après effectivement, c'est la c'est fédération avec le comité olympique qui décide. dans les derniers temps avant enfin les derniers temps avant les jeux forcément pas après mais que ça se décide oui, oui. Ok. euh, les Jeux Olympiques, est-ce que le fait de tirer à la fosse olympique plutôt qu'à l'universel, c'est quelque chose qui est décisif dans ta prise de voie vers le tir à la fosse olympique? Ouais, ouais, ouais. Moi, voilà, je me suis mis à la fosse olympique pour, on va dire, un seul but, c'est d'aller jusqu'aux Jeux olympiques. C'est un rêve, c'est un but, c'est un objectif, c'est vraiment les Jeux, c'est quelque chose qui me tient à cœur, on va dire. Ce qui te tient à cœur, je sais aussi, c'est la France, quoi. C'est représenter la France, et je dirais pas que mais tu as ce côté patriotique qui est quand même important chez toi. Ouais, ouais, ouais. Bon, et alors, tu veux y aller? Si jamais tu fais le quota. Et, j'ai pas entendu, ça a bugué. Tu vas, tu vas y aller au prochain, c'est Paris, ça serait beau. J'espère, j'espère.
On va tout faire pour, dans tous les cas. Ouais, ouais, je sais que tu vas tout faire. Ah, puis, bon, enfin, ça serait beau. Paris, t'as 22 ans, il y a encore un truc. Je pense que si les choses continuent à évoluer comme elles évoluent, bon, voilà, après, il faut avoir les quotas, il faut avoir tout ça, donc ça devrait peut-être le faire. Mais, et puis bon, on va pas dire c'est sûr, c'est machin, parce que ça serait dur de le dire, mais bon, voilà, ça, c'est un bel objectif pour, et je pense que pour la France du tir, tu as quand même un bel espoir parce que aller aux Jeux Olympiques c'est bien, y participer c'est bien, mais il faut y aller Il faut y aller pour pour. gagner et c'est mieux. Et je pense que tu pourrais être armé plus que d'autres à ce niveau-là et qu'à ce moment-là, tu auras l'âge sûrement idéal en termes de maturité du tireur. Euh, puis il y en a d'autres Jeux Olympiques, hein, malheureusement, Oui, j'en dirai pas autant que toi, mais je dis pas qu'il faut bien. Ceci étant dit, quand la chance vient, elle passe. Mais en fait, je sais que tu rates pas, toi, 16 ans champion de France. Ok, mais quand la chance passe, tu sais, on gagne pas tous les dimanches. Hein. On bien sûr. gagne pas tous les championnats, on gagne pas tout ça, donc il faut pas rater. Et puis après, les années passent et c'est plus pareil. À 22 ans, on fait des choses physiquement qu'on peut pas faire à 45 et à 50 et etc. Quand je te parlais de tir. Quand je te parlais de tir, place du tir, également l'évolution du tir, je voulais dire dans la société. Tu vois, en dehors du rapport tir, machin, non, c'est comment, par exemple, tu te sens apprécié des gens qui ne font pas du tout de tir, et je présume que tu dois avoir des amis en dehors du tir, et comment ils perçoivent le fait que tu as un sport qui se pratique avec une arme, tu vois ce que je veux te dire. Ouais. Bon, après, je suis aussi chasseur, donc mes Ouais, amis c'est n'ont pas. important, j'allais dire. Non, après, j'en ai quelques-uns qui ne chassent pas ni qui ne font pas de tir. Dans un premier temps, c'est vrai que c'est assez compliqué d'amener sur le sujet sur le tir, parce qu'il y a toujours cette arme au milieu, on va dire, qui est considérée comme dangereuse et qui va provoquer une mort, que ce soit à la chasse ou un terroriste. Donc c'est toujours délicat quand on parle de tir. Mais au final, si on l'explique bien, elle est toujours bien vue. Est-ce que tu as des copains, par exemple, ou des copines, à partir du moment où ils ont appris que machin, qui sont venus te voir, que tu leur as fait essayer, comme ça, tout à fait, et qui étaient intéressés, ou je sais pas. Si, il y en a eu quelques-uns. Après, bah, enfin, c'est surtout pour enlever cette image d'une arme dangereuse, on va dire. Est-ce qu'une arme, c'est dangereux? C'est quoi une arme? Pas- Quelque Alors, chose une arme, qui est... c'est toujours dangereux. C'est toujours Non, je veux dangereux. dire, à Euh, Nice, il y a eu 100 morts sur la promenade des Anglais. C'était un camion qui était conduit par un fada, quoi. ouais, 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 Est-ce qu'il faut interdire les camions Non, enfin, exactement. j'exagère un peu, parce que c'est vrai qu'avec une arme, il faut faire attention, il faut apprendre. Je présume Oui, que et toi, tu es un peu dans le domaine de l'armurerie maintenant. Donc, il y a aussi un problème, non, une obligation de formation aussi quand. ouais, ouais, ouais. Ben, en armurerie, faut toujours faire attention. Il faut toujours considérer une arme chargée. Même si elle est déchargée et ouverte, il faut toujours la considérer chargée. C'est une arme qui est potentiellement mortelle si on l'utilise mal. Donc, faut toujours faire attention sur ça. Oui. Est-ce que justement à ce sujet, tu penses, tu as commencé à 9 ans et demi, mais connaissant ton père, etc., il a dû mettre la bretelle, la ceinture, attention, il t'a Ouais. expliqué tout ça, mais aujourd'hui, un tireur de Valtrap, il prend une licence, il a un fusil. Est-ce que tu crois qu'on est assez rigoureux quand même au niveau de la formation, en particulier au niveau de... Bon, on va y revenir après pour le permis pour le permis de chasse, il y a quand même un permis de chasser, etc. Mais est-ce que tu penses pas qu'au niveau du tir, déjà, qu'on ait une sorte
permis de prendre sa première licence au moins, qui nécessite une petite formation, ou avant d'avoir sa première licence, il faut avoir en quelque sorte passé un permis, quoi. Ça serait pas bien aussi quand même, parce que j'ai l'impression Ouais, qu'il y a des gens qui arrivent et là il n'y a pas de comment dire. Il n'y a pas d'analyse psychiatrique, de machin. N'importe qui, tu as une licence, tu achètes un fusil de matraque. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même, à ce niveau-là, une petite... alors ben, malheureusement c'est pas moi qui décide, donc Oui, non, mais heureusement, et parce que on n'est pas là ouais, pour ça, mais on est là pour discuter. ouais, Et ça serait peut-être plus sécurisant, il me semble. plus sécurisant déjà pour la personne qui va prendre l'arme et pour les gens aux alentours. Ouais. Autour, hein. Moi, je me rappelle une fois d'un gars qui, il y a très longtemps, moi, c'était une des premières fois dans les années 90, 95, je crois, ou 96. Je venais d'arriver dans la région, j'étais allé tirer au club de Valence, puis il y a un gars qui est arrivé avec un fusil automatique en ranger, camouflage et tout, et un fusil semi-automatique à pompe, il tirait comme à la guerre, il se retournait, etc. Alors immédiatement, évidemment, les gars du club sont venus le voir, etc. Top, le mec l'avait mal pris, c'était dangereux ce type. Mais je veux dire, celui-là, il a eu sa licence, le fusil et tout, et il était, alors, le club avait fait ce qu'il fallait pour l'arrêter de suite, mais tout ça pour dire que à Valence, en plus, c'est sérieux, c'est strict. Mais il est dans un baltran de kermesse, le mec, ils peuvent sulfater deux, trois personnes, hein. Ça, sans faire gaffe, mais Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Le fait de travailler dans l'armurerie, là, ça te fait voir aussi le métier d'un autre côté, les... Euh, oui, oui. Alors moi je fais beaucoup de chasse et de tir sportif. Ouais, Donc il n'y a pas trop de et- baltras. alors il y a beaucoup de ball trap, chasse, et puis ce qu'on fait nous c'est les armes de poing, les fusils d'assaut, tout ça, qui sont D'accord. orientés pour le. Non, parce que le gars qui est à l'armurerie, je présume qu'il voit même les facettes de la personnalité du tireur, et les tracas, des fois, un petit peu différemment que quand on est compère avec les collègues sur le pas de tir. Ah oui, 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 ouais, de l'autre côté, ouais, on voit beaucoup de choses passer. Aujourd'hui, là, dans le circuit international force olympique, alors en France, d'ailleurs, ça peut être en France, mais dans le circuit international, t'as des gars que tu te dis, eh, putain, celui-là, c'est des cracks, c'est machin. Celui-là, par exemple, pour Paris, ça risque, voilà, si j'y suis, ça peut, enfin, t'as des références, t'as des gars, tu te dis, ben, je veux dire, Poulidor, Anquetil, tu vois, Carrega, lui, me disait toujours, tous les matins, je me réveille, et avant les Jeux Olympiques, après Munich et avant un truc, il y a ce russe Azanov, tous les matins, je me réveille, je me rase, je pense à lui, parce que je me dis, mon salaud, tu me baiseras pas la prochaine fois, tu vois. Tu as des gars comme ça qui ressortent quand même, et puis sans en aller là, mais oui, Bon, alors pas forcément, après c'est surtout sur les compétitions, parce que ben, ça reste quand même du tir, donc un jour on est en haut, un jour on est en bas, c'est ouais. toujours comme Il n'y a ça. pas, il y a pas un tireur aujourd'hui ou plusieurs tireurs. Hein, je sais pas, je te parle de ça. Bon, toi, c'était peut-être la génération or, mais comme Pelliello ou aujourd'hui, je sais Ouais. pas, il y a d'autres trucs. Il y a des gars qui sortent un peu. Ou en France, quels sont tes collègues en France d'ailleurs, en équipe de France? En équipe, ben, il y a Antonin Désert et Sébastien Guerrero. Après, bon, il y en a d'autres, ça dépend qui on envoie en compétition, s'il suit ou s'il y a d'autres collègues. Il y a Nathan Tullier, Jason Picot, qui font partie du tir français. Nathan Tullier, moi je pense que c'est un bel espoir. Celui que tu m'as cité là, Nathan Tullier, ouais. Je Ouais. suis plutôt, ouais, pas fanatique de tous les noms, mais Nathan Tullier, c'est un garçon qui, comme toi, qui a un physique et qui est sérieux, qui va pas sortir en boîte de nuit ou aller se saouler la gueule pendant. Dans une boîte de nuit, tu vois ce que je veux te dire, ou comme ça, donc des gens sérieux. On a besoin à la fois de gens doués, mais de gens sérieux. Et puis il y a les gamins aussi qui arrivent là aussi.
y a des juniors, Il y a des petits qui arrivent. Alors pas vraiment, pas vraiment, parce que malheureusement je suis pas trop les Oh, quand tirs. même. Il y a Thomas Agès, il y a, comment il s'appelle? Charlie, Annel, Ah, voilà, Charlie Haenel, enfin, il y en a quelques-uns, quoi, qui commencent un petit peu à ouais, ouais, pointer ouais. le bout de leur nez. En équipe de France, il y a une super ambiance. Donc, tu dis, c'est surtout, en ce moment, la base de l'équipe, c'est Désert, Guerrero et toi, quoi. Pour le moment, oui. À peu près, quoi, à peu près, ouais. Alors, j'ai Oui, appris oui, que, oui. alors, j'étais très en colère parce que apparemment, tu partais pas au championnat d'Europe, du monde, mais pour finir, vu ta prestation, ils auraient décidé de t'envoyer, Donc, ce qui est la moindre des choses. Et puis là, je suis encore en colère parce que quand même, ne serait-ce que Sébastien Guerrero a quand même le niveau pour faire un troisième. Si la France n'est pas capable de présenter au bien moins sûr. une équipe de France, je trouve que c'est un petit peu, on va dire, ouais, regrettable. Regrettable, Ouais. regrettable. Niveau entraîneur, encadrement aujourd'hui, ça se passe comment? C'est qui ton entraîneur? T'as des personnels ou c'est la fédération ou c'est... Dis-moi. Alors c'est avec la fédération, donc c'est Joseph Bladas qui entraîne le collectif senior. Durant mes entraînements, donc je suis au Creps de Bordeaux. Donc les entraînements sont gérés par Christian Sarotte. Et après, toujours de mon côté, j'ai toujours des contacts avec Jacques Font qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé le tir et qui m'aide toujours. Il répond toujours présent s'il y a moins de soucis. D'accord, il est d'où chaque fois? Excuse-moi, je dois avouer mon ignorance. À côté d'Avignon. À côté d'Avignon, c'est un ancien tireur et c'est lui Oh, je qui dois le m'a tout connaître, transmis. mais ma mémoire me fait faux bon, sûrement que j'ai Oui. déjà vu rencontrer. Bon, mais écoutez, on sera gré à Jacques Fond d'avoir pris en charge le petit Thomas, le petit Clément depuis le départ et à l'avoir au moins mis largement. Ce qui est bien, c'est le respect que tu as pour ce monsieur. Donc ça veut dire que Oui. il a commencé à 9 ans, mais qu'aujourd'hui, il fait toujours référence dans ta tête. Ah oui, 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 bah c'est lui, comme je viens de dire, il m'a tout appris, il m'a tout transmis. Il y a eu de l'acharnement, on va dire. C'était sur les fusils, sur les réglages, sur la position, et c'est vraiment lui qui m'a mis dans le bain, on va dire. D'accord. Euh, Si je te demande comme ça, mais bon, souvent quand on le demande de but en blanc, comme on est dans les conditions du direct, ça vient pas toujours, mais tu as des anecdotes dans ta jeune carrière, là, des trucs qui sont marrants un petit peu, enfin, qui se sont passés, je sais pas. Alors, pas que je m'en rappelle, je me souviens, ouais, j'étais vraiment plus petit, ça faisait partie de mes premières compétitions. À chaque fois que je tirais mal, je pleurais, et voilà, il y avait toujours papa derrière qui me disait, allez, ça ira mieux, c'est pas en pleurant que ça va s'arranger, c'était, ouais, mes Ah, premières compétitions. Ce Alex, il est formidable parce que on a vraiment l'impression qu'avec ton papa, les choses se font dans le cadre du plaisir et absolument pas dans la contrainte, aussi bien ton papa que ta mère, etc. Mais voilà, on est en plein bonheur et rien ne t'a été imposé, quoi. On le sent vraiment, quoi. Ouais, ouais, c'est du pur plaisir. Plaisir et D'accord. surtout de l'envie. Et il y a un souvenir en particulier que tu as en travers de la gorge, je sais pas. Un plateau qui t'a manqué parce que tu as oublié de mettre une cartouche, ça peut arriver. Non, 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 une anecdote. Bah, j'ai raté ma toute première sortie en Grand Prix en senior. Bah, j'ai loupé une série, tout simplement. C'était à Chypre. C'était mon premier Grand Prix en senior. Et en fait, je me basais sur deux autres tireurs qui tiraient sur la même planche que moi. Et que malheureusement, eux faisaient pareil que moi. Et les trois, ben, on s'est pas présenté à la série d'entraînement de compétition. Et du coup, on avait pris tous les trois 5-0 en En rattrapant vrai, une là, planche à 10.
heures le soir. Et puis vous vous disiez tous les trois, ah Donc ben, voilà, en fait, je me presse, ils sont pas, ils sont là, etc. Ben, ça, c'est ben, bon. Ben, c'est une anecdote. Tu me diras sur le coup, ça doit être chiant, mais après, c'est plutôt marrant, ouais. Ouais. Bon, alors, tir, tir aujourd'hui, le tir, il faut qu'il ait un futur, ce tir. Alors, il y a plusieurs paramètres qui peuvent faire en sorte que l'avenir soit un petit peu obscurci. Le premier, c'est l'écologie, on va dire. ouais, L'écologie, dans le sens large du terme, c'est-à-dire on va y aller dans le détail, cartouche, le plomb, ça veut dire le bruit, ça veut dire également des problèmes, on va dire, d'ordre financier, parce que les tarifs augmentent, on va dire que pour le commun des tireurs, ça devient de plus en plus cher. Donc au niveau déjà écologie, qu'est-ce que tu penses qu'il y a des mesures à faire? Est-ce qu'il faut faire des efforts pour s'intégrer mieux dans la société et dans le respect d'un certain nombre de choses obligatoires aujourd'hui? ouais, bah déjà en travaillant dans l'armurerie, on en voit beaucoup passer. C'est la bille d'acier que moi j'utilise parce que je chasse sur le bassin d'Arcachon. Donc c'est vrai que la bille d'acier c'est pas quelque chose qui pour la chasse est on va dire assez bon. Mais pour le ball trap, casser un plateau, il n'y a pas besoin de grosses pénétrations. Alors il y a toujours besoin de pénétration sur le plateau, mais il n'y a pas besoin non plus de quelque chose pour tuer le plateau. C'est juste pour casser le plateau. Donc je pense qu'il faut que chacun fasse des efforts dans son coin et malheureusement s'adapter au changement et de tirer la bille d'acier. Après, en sachant qu'aujourd'hui, quasiment tous les fusils qu'on a achetés récemment, qui datent depuis, on va dire, 2010-2015, sont éprouvés billes d'acier. Et ensuite, il faut savoir un truc, c'est qu'il existe des aciers basse pression qu'on peut tirer dans tous les fusils, même s'il n'est pas éprouvé billes d'acier. Donc, Ça, c'est intéressant, tu vois, donc, je pense que ça va intéresser ouais, nos auditeurs là, de le savoir. Oui, c'est vrai, tu as raison. Autant pour la chasse, ça serait quand même dramatique de te blesser les gibiers, qu'ils aillent souffrir, mourir, et ça pose sûrement un problème, oui. Pour le baltrap, je pense que les moyens techniques vont s'adapter, c'est-à-dire les encartoucheurs vont faire des progrès, des progrès, des progrès. Déjà au niveau des plateaux, les sociétés comme La Porte a fait des progrès et ils vont étudier des plateaux qui seront sûrement peut-être à la fois enfin plus friable, on va dire, au contact avec l'acier. Mais il faut s'adapter. Oui, je sais pas si tu as vu là, c'était hier. Déjà, bon, c'est des mesures à l'échelle européenne. Donc à partir de l'année prochaine, le plomb est proscrit de la pour la chasse, et donc, tu sais, les chasse baltrap, il y aura plus de plomb, quoi. Ça, il faut s'adapter à ouais, ça. bien sûr. Après, bah, c'est toujours pareil, il faut s'adapter aux résultats aussi. On va Oui, dire, sur des compétitions qu'on tourne à 120, 123 de moyenne, ben on tournera un peu moins. Faut s'adapter. bon, tu sais, j'y crois pas. J'y crois Mais pas parce que on avait dit ça quand on tirait à 36, tu te rends compte, on se cassait la gueule. On est passé à 32, on va pas y arriver. Alors, psychologiquement, il y a des mecs qui, oh, et puis après 32, tu te rends compte, aujourd'hui, quand on te demande d'en tirer, tu n'aurais plus. On est passé à 28, 24 aujourd'hui, et puis pour finir, la balistique a fait ce qu'elle devait faire, et aujourd'hui, il n'y a pas à courir. Quand tu tires normalement avec une 24, tu perds pas de plateau par rapport à une 28. Et puis, alors après, c'est une histoire d'adaptation. Et je pense que là, il y aura une adaptation. Et puis, l'avantage, si tu veux, qu'il n'y en aura pas 50% qui tireront du plomb et 50% de l'acier. Tout le monde sera sur la même ligne de départ. Et puis, après, les bons seront toujours les bons. Et puis enfin, les bons. Les classements resteront ce qu'ils sont, quoi. Voilà. Hein. Le bruit, qu'est-ce qu'on peut faire pour le bruit? Qu'est-ce qu'on fait déjà, sûrement? alors, il existe des balles trap laser. Euh, mais j'espère pas en arriver là. Parce que Non, de je toute vais façon, voir, là, c'est fini. On parle plus de baltrap. Enfin, c'est bien, ouais. hein, la discipline et tout ça, c'est bien. C'est très ludique et tout ça, sûrement. Ah Mais ouais, on va pas remplacer le tir au là. plateau par du laser, ça, c'est sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Après, niveau bruit, bah, j'ai été tiré à Pons, un stand de tir en Charente.
qui justement a été fermé pendant un petit moment. Ils sont restés fermés 3 ans et ils ont trouvé la solution pour le bruit. Donc ça réduit un peu plus le bruit. Donc déjà d'une, il y a la butte devant le patio qui amortit un petit peu le bruit. Ils ont fait un muret, on va dire d'1,50 m devant le pas de tir. Donc le bruit et sur le dessus, ils ont fait une casquette que sur 1 mètre devant le pas de tir, qui justement fait revenir le bruit vers nous. Et après, il y a des systèmes de mousse, tout ça, qui amortissent le bruit. Ah, tu Après, vois, il y a c'est, aussi l'exemple, il y a aussi l'exemple des pas de tir tout fermés, donc fermés derrière et sur les côtés. Ça coupe un peu du bruit, mais bon, il y a toujours un peu de bruit. ouais. Je suis pas certain que tu vois, je savais pas la solution que tu as, enfin, le mur devant, là, c'est sympa, enfin, sympa, je veux dire, c'est un truc que j'avais pas, dont j'avais pas entendu parler. Alors, c'est vrai qu'on peut enfermer le pas de tir et tout ça, mais alors, tu vas me dire, il faut savoir ce qu'on veut. Oui, si on peut pas faire autrement, on fait pas autrement, mais c'est vrai que ça gâche tout, parce que, euh, ça veut dire qu'il y a le tireur qui tire et puis personne, ça va intéresser personne parce que ce qui est beau pour les accompagnants, ben, ne serait-ce que pour la famille, etc., se mettre derrière, regarder tirer, admirer le style et tout. Et si on nous coupe de ça, on nous coupe quand même d'une grande partie de notre passion parce que malheureusement, moi, si j'avais pas ça, déjà que j'y vais pas beaucoup, mais si j'avais pas ça, il n'y a pas aucun intérêt pour moi d'aller voir une compétition de tir, quoi, parce que je tire pas, donc. Mais je prends autant de plaisir à voir tirer des beaux tireurs au beau style, ou même toujours à me poser la question quelle est la faute, il est parti avec, il machin, coup de bras, de timing. Voilà, ça m'intéresse. Que là, ça coupe un peu tout, quoi. Voilà. Ceci étant dit, hein, plutôt que de tout arrêter, encore une fois, il faut faire les efforts. Est-ce que tu penses qu'il y a des pays quand même où les efforts au niveau pour se mettre au niveau sont plus, on va dire plus travaillés qu'en France? Après, je connais pas les situations de chaque pays. Je sais qu'en France, on est beaucoup embêté. Euh, alors, je viserai pas les écolos directement, mais on est beaucoup embêté pour tout ce qui est déjà plomb et bruit. À l'étranger, je sais pas du tout comment Ah, ça par se passe, exemple, si c'est non, pareil qu'en non, pour te France. dire, mais enfin bon, là, Après, après, un ça pays, devient des travaux titanesques, mais bon, tu vas souvent et ça fait c'est un stand qui fait référence. L'Onato, par exemple, tout est euh, fait, si tu veux, avec cette butte immense, quand tu as les camions qui sont en route, tu les vois tout petits, alors que c'est des bulldozers énormes et tout, sur une distance, tout. Mais alors après, si tu veux, il faut avoir les moyens de son ambition et il faut pouvoir assumer un certain nombre de, comment dire, de chiffre d'affaires sur un pas de ouais. tir pour pouvoir faire ses investissements aussi. Et puis il y a pas le même nombre de tireurs à C'est pas 10 à 10 qu'en France. Est-ce que tu trouves pas quand même, bah, bon, comme dans ma question, il y a un petit peu de mon avis, euh, cette scission fausse olympique, fausse universelle, où on vous interdit d'un côté, si tu veux aller olympique, de l'autre côté, si tu veux. Moi, je trouve que c'est un peu trop rigoureux, parce que dans le fond, on peut tirer à l'olympique, bien sûr. tu le sais très bien, en plus, tu as gagné partout. Et puis, si tu as le temps d'aller te faire un championnat du monde à l'universel, un truc, si ça correspond pas exactement au planning et tout, c'est un peu bébête de ne pas pouvoir faire. Bah, moi, c'est mon avis. Alors, je veux pas que tu te mouilles avec les trucs de Euh, fédération parce que c'est pas un alors truc. oui, non, parce que Dis-moi, donne-moi ton avis. on peut aller faire de la FU, ça c'est s'amuser, aller faire quelques compétitions, on va dire. Après, moi, je sais que au départ, j'ai essayé les deux. Et on peut pas jongler entre la fosse olympique et la fosse universelle, tout simplement parce que c'est pas les mêmes angles et c'est pas les mêmes vitesses de départ. Donc du coup, quand vraiment on cherche la compétition, si une semaine avant on s'entraîne à la FU et puis on passe sur la fosse olympique, là, on n'a plus les mêmes départs, on n'a plus le même gestuel, tout ça.
Ouais, alors moi je te parlais pas de mélange et tout, mais bon, je sais pas, tu as une saison de fosse olympique, par exemple, le championnat du monde là aujourd'hui au mois d'octobre là à Osijek. Non, je dis n'importe quoi, mais si 2 mois avant tu as un trou de un mois dans ton calendrier de machin, ça te demande d'aller faire 4-5 jours à Ichouk, c'est un championnat du monde. Je dis n'importe quoi. Bon, moi je me rappelle très bien qu'à l'époque on faisait ça, et ça. Après tout, l'adaptabilité fait partie des qualités intrinsèques de la technique d'un tireur. C'est-à-dire, je dis souvent qu'il ne faut pas mourir idiot dans tous les domaines, mais que, par exemple, le ski, moi, c'était pas mon truc, le parcours de chasse, ce truc, etc. Mais il n'empêche que se faire une planche de ski tous les trucs pour voir quand même que c'est pas le même effort effectivement, mais que ça nécessite d'autres aptitudes en termes de mouvement et tout, musculaire, c'est peut-être pas mal aussi. Mais bon, je dis ça comme ça, c'était pour ton avis. Ouais, ouais, ouais. Après, on peut, oui. Enfin, moi, je sais que de temps en temps, je fais un petit parcours pour m'amuser, pour me détendre. Mais c'est vraiment de l'amusement et de la détente, on va dire. C'est vrai, parce qu'après, si on compare les deux, quand je tire en fosse olympique, c'est vraiment pour performer, pour m'entraîner. Tandis que quand je tire au parcours, c'est très rare, hein, déjà. Mais c'est vraiment pour de l'amusement, pour des Voilà, voilà. contacts. Ouais. Puis on est Ouais, surpris, ouais, hein, c'est parce ça. qu'attention, quand on voit tirer au parcours de chasse, sur des parcours très très complexes. Il y en a certains, comme les Charles Bardou, etc., tu vois la régularité qu'ils ont sur des parcours où tu vois des petites pastilles qui passent. Tu te dis quand même, c'est un autre également, c'est du sport, quoi. C'est pas. Et ça nécessite. Alors, après, la spécialisation fait que tu as une montée dans les résultats et tout ça, mais voilà, c'est bien de s'ouvrir un peu, quoi. Alors, je dis pas de faire 100 plateaux parcours de chasse une semaine avant le championnat du monde de Dosijek, c'est pas ce que je veux dire. Mais dans l'intersaison, ça change un peu, tu l'as dit, tu l'as dit. Ouais. Moi, je trouve, à titre personnel, et je voudrais ton avis, que il y a beaucoup je sais beaucoup les vétérans, parce que c'est eux qui font vivre notre sport aujourd'hui. Enfin, les vétérans ou les seniors ou voilà. Mais comment on peut faire pour renouveler un petit peu plus qu'aujourd'hui le cheptel, on va dire, des tireurs, à faire venir les jeunes au tir. Est-ce que tu as des idées, non? Oui. Bah, c'est compliqué parce que si il faut des jeunes, il faut que bah, les parents soit sont déjà chasseurs et du coup vont sur un ballot de paille ou un truc comme ça, soit que les parents soient tireurs. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de jeunes dans le circuit. C'est ça qui est malheureux. Après, pour les faire venir, c'est compliqué. C'est pas comme un sport, par exemple le foot, bah, il y a les copains qui y vont, donc moi je vais essayer d'y aller. Là, c'est le tir, c'est autre chose, quoi. Et surtout, il y a la base, c'est de bien enseigner le tir. Parce que bien souvent, on va au tir, on nous donne un calibre 12, de la 28 grammes, on s'arrache l'épaule et puis on dit, ben, j'ai plus envie de tirer, ça me fait mal, quoi. Je vais prêcher Donc pour ma malheureusement, il paroisse. faudrait. Une crosse qui est pas adaptée, qui est pas adaptable et évolutive, etc., etc. Et puis c'est vrai qu'on a vite fait de dégoûter quelqu'un. Est-ce que justement, d'un point de vue structure, les quelques jeunes qui arrivent, ils sont suffisamment bien, comment dire, pris dans les structures, ou est-ce qu'on pourrait améliorer, comment, dis-moi ton avis là. Ouais, ce qui serait bien, c'est que alors je dis pas dans chaque club, parce que je sais que c'est impossible, mais de faire une école de tir en disant, bah, tous les mercredis après-midi, par exemple, on fait journée uniquement enfants, quoi. Comme les clubs de foot, comme les clubs de rugby, enfin. Mais après, en adaptant, bah, après c'est budgétaire surtout, en adaptant un fusil et des munitions, quoi. Quand il y a quand même quelques jeunes qui arrivent, enfin, quand je dis jeunes, je m'entends, mais je vais te faire passer pour un croulant alors que tu fais partie des jeunes, mais tu comprends, des débutants, enfin des jeunes qui pointent le nez,
si tu as des conseils à leur donner par rapport au Clément de 9 ans et l'évolution que tu as eue et celui que tu es aujourd'hui, est-ce que tu as des conseils un petit peu à leur donner voilà, hein, est-ce que Ouais. Alors des conseils, non, faut les voir pour, on va dire les conseiller. Après, ça manque de jeunes, que ce soit bien la Fédération française de Ball-Trap, la FFBT ou la FF Tir, ça manque de jeunes. C'est sur les pas de tir, même sur les compétitions, la moyenne d'âge, elle est plus près des 50 que des 20, quoi. Donc oui. ça manque de jeunes, c'est Et encore, pour certaines disciplines, tu es gentil. Non, non, mais attends, attention, hein. C'est pas un manque de respect parce que je veux dire aujourd'hui, si tu enlèves super vétéran, il n'y a plus de tir, hein. ouais, ouais, ouais. Faut le savoir. Ça veut dire, quand je te dis il n'y a plus de tir, il n'y a plus les trois quarts ou les quatre cinquièmes des sociétés qui fabriquent et qui créent, font faillite, hein, etc. Donc il faut avoir conscience de ce que nous apporte ce creuset. Mais il n'empêche qu'on pourrait très bien avoir, parce que justement le tir, c'est un sport qui se pratique de 7 à 96 ans, 99, je veux dire, c'est beau, mais que il faut effectivement qu'on essaye de voir. Bon, les choses évoluent aussi, tu sais, dans la vie, ça va plus vite qu'on ne croit. Des fois, on faut pas voir les choses trop négatives. Ça peut évoluer aussi si on fait les choses qu'il faut dans le positif. D'un point de vue purement général dans la vie, qu'est-ce qui te met en colère généralement le plus? Euh, les gens qui conduisent mal, Ouais, ah, mais ça a aucun rapport, hein. Non, dans le tir, non, justement pas dans le tir. Dans la ah, vie quotidienne, je veux dire, il y a des choses qui te révoltent, j'en sais rien. Je- là, pas comme ça, non, pas vraiment. Après, moi, je suis une personne, on va dire, assez cool. Donc, ce qui se passe autour, je fais pas trop attention, quoi. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui te rend heureux en dehors du tir, en dehors d'une médaille ou des plateaux cassés? Il y a bien quelque chose qui te rend heureux, plus que d'autres. Oui, bah, il y a la famille, ma copine, Ah, tiens, j'ai oublié, la excuse-moi. chasse. Eh oui, il y a la vie sentimentale. Hein. Oui, bien sûr. Eh oui, elle est gentille, ta copine, elle fait du tir en plus. Elle fait du tir, ouais, elle s'y est mis il y a un an. Eh, c'est bien parce que dans le tir, quand on a une copine qui fait du tir, on est déjà moins en poids pour le rapport au quotidien, quoi. Hein. Ouais. Elle est passionnée, elle a commencé il y a un an, mais elle est passionnée. Elle est passionnée, ouais, c'est une ancienne tireuse de cible, pistolet 10, 25 et 50 mètres. Ah, Et tu l'as rencontrée là-bas au Krebs ou un truc comme ça? Non, au Krebs, ouais, en quelque sorte. Et puis après, je l'ai amené sur un pas de tir FOSS. Et bah, c'est venu petit à petit. Et puis maintenant, bah, elle participe même aux compétitions en France de fosse olympique. écoute, c'est bien. J'espère qu'elle va suivre le chemin tracé par son amoureux, hein, je sais pas comment on dit, son fiancé, voilà, en tout L'amour. cas, j'ai eu l'occasion de la rencontrer avec toi. Elle a l'air d'être une fille très sérieuse et très aimante. C'est déjà bien, hein. Voilà. En tous les cas, elle va rentrer dans une bonne famille, ça c'est sûr. Bon, est-ce qu'il y a des choses là que on est en train de passer? Tu sais que moi, je suis pas favorable à des interviews qui durent 3 heures. Donc là, on a déjà fait un petit tour quand même pas mal. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais me dire, que j'ai oublié de te poser comme question, qu'on n'a pas parcouru, que je sais pas. Oui, sur les équipements. Oui. Les équipements, on les a pas fait. Ben, tout d'abord, je te remercie beaucoup pour la crosse. Alors, il faut savoir que j'ai changé de crosse en milieu de saison, qui n'était pas prévu du tout. Je voulais finir ma saison avec ma crosse que j'avais sur mon fusil, qui malheureusement m'allait pas du tout au niveau de la taille de main et puis de tout le reste, on va dire.
Et donc j'ai voulu essayer la nouvelle crosse tout en bois de Pierre. Et puis ben, ça a été quelque chose qui m'a apporté du plus. Et du coup, en cours de saison, ben, j'ai gardé la crosse. Voilà. Et puis maintenant, Oui, parce qu'on avait dit, on l'a fait, mais comme je connais aussi ton côté un petit peu comment euh, t'aimes pas changer, quoi. T'aimes bien. La preuve, c'est que tu avais gardé cette crosse. Moi, j'étais persuadé que c'était une crosse qui t'allait il y a très longtemps, mais qu'elle t'allait plus vu ton développement physique. Alors, comment c'est passé, quand même, parce que je ne voudrais pas trop en rajouter moi, mais dis la vérité, bon, on était à Lonato lors d'une Coupe du Monde et on a décidé de le faire. Et là, ça tombait bien parce qu'à Lonato, j'ai mon atelier maintenant à Brescia avec le célèbre Cinto que tu connais maintenant et Stefano, Cinto 45 ans chez Perazzi, Stefano 25 qui sont mes crossiers là-bas. Et puis, bon, allez, vas-y, on a pris les mesures et puis on fait les essais, etc. ouais, Ouais, parce que la crosse en bois, elle a été forgée, quoi. Elle a forgé à ta dimension et je crois que tu as rencontré des crossiers, des messieurs qui sont des pointures dans le domaine. ouais, c'est des très bonnes personnes et qui font du très bon boulot et elles savent de quoi elles parlent. Ouais. Ah, pour moi, c'est important que tu en parles parce que tu veux, quand on en fait pas mal maintenant des crosses tout bois, évidemment, ça ressort pas, shoot-off ressort pas parce que ça peut être une crosse lambda. Et puis, c'est important de noter que généralement, là, on commence à en faire pas mal et les gens sont contents. Et puis voilà. Et puis, si je ne m'abuse, je veux pas que tu montes, enfin que tu montes, que tu dises dans mon sens, mais on t'a pas lâché tant qu'on n'était pas sûr. Ils sont venus avec toi sur les pas de tir, etc. Tant qu'on n'a pas été sûr que c'était parfait, quoi. Bah, oui, il y a eu beaucoup d'observations, des prises de mesures, de petites retouches, jusqu'à trouver le millimètre qu'il fallait enlever, quoi. En tous les cas, eux, ils ont été très heureux de faire cette crosse pour toi parce qu'ils ont vu que tu étais un garçon sérieux, qui se la jouait pas. Stéphano, qui connaît le tir, est venu faire les essais avec toi. Il m'a dit ça, vraiment, chapeau, Clément Bourg, c'est une pointure. Excuse-moi de ta, je sais que tu es un garçon modeste, mais c'est la vérité. Et nous, on est très, très heureux que, voilà. Et puis bon, évidemment, on travaille pour les lunettes depuis un certain temps, déjà depuis 2017, à l'intervalle, à l'interstice entre, voilà. Et en tous les cas, je te remercie, moi, parce que depuis le départ, tu fais preuve à la fois de gentillesse et de fidélité et que c'est bien de le noter parce que souvent on envoie on fait des choses et on n'a pas beaucoup de retours et avec toi au moins on a le retour, pas le seul mais ça fait plaisir en tous les cas. Bien sûr qu'on a rien à faire avec rien à faire, enfin rien à voir avec tes qualités intrinsèques de tireur. On peut faire les meilleures crosses possibles à toutes les personnes qu'on veut. Évidemment, à un moment donné, il y a quand même des premières séries, enfin, je veux dire, comme au tennis, il y a ceux qui gagnent Wimbledon et puis ceux qui sont quatrième série, et voilà. Mais il n'empêche que, oui, je pense que, franchement, d'ailleurs, la preuve, c'est que quand tu as pris la crosse après cette Coupe du Monde, t'as allez, je vais pas exagérer non plus, il y a eu une ou deux compétitions où tu as eu encore des petits à-coups, si tu veux, ou peut-être il fallait que tu prennes l'entière, comment dire, possession de la crosse et que tu aies une bonne connaissance de toutes ces réactions à travers ta technique et ton fusil, mais maintenant on peut dire que oui, le niveau moyen et ta régularité par rapport à la crosse qui t'allait plus est meilleur. Le titre de champion et tes résultats dans un championnat continental comme le championnat d'Europe en attestent, quoi. Et crois-moi, moi, je j'ai pas l'air parce que j'ai été fatigué, etc. Que voilà. Mais je te suis et je trouve qu'il y a une forme de régularité là-dedans qui est intéressant. Ouais, intéressante. Voilà. Ouais, Euh, c'est surtout ça, ça m'a fait gagner en régularité.
Avant, avec l'ancienne crosse, c'était vraiment, il y avait deux, trois plateaux d'écart, et les sensations, c'était pas top. Tandis que là, avec cette nouvelle crosse, c'est pas pour le faire vendre ou quoi, c'est vraiment mon avis à moi. Avec cette nouvelle crosse, je me sens mieux. Ouais. C'est vraiment quelque Alors, chose qui... je ne crois absolument pas, tu sais, tous ces gens aujourd'hui très savants qui te prennent des mesures à distance, qui font fabriquer les crosses, elles arrivent, tiennent la voix sur mesure. Ça n'existe pas. C'est faux. Ouais, Si on veut une crosse sur mesure, il faut aller dans un atelier comme le mien, avec des gens compétents comme mes crossiers. Il y en a d'autres, hein, en Italie, un truc, je suis pas en train de dire. Mais dire, oh, machin, je te prends des mesures, la crosse arrive de machin, peut arriver de où vous voulez, d'Italie, du Portugal, du machin, elle arrive, tu te prends ta crosse, c'est pas possible que ça aille. Ou alors c'est un coup de bol, voilà. Alors, je vais même plus loin, puisque nous, on a quand même une relation de, on va dire, de proximité et puis de relation professionnalisme. Il faudra, je te le dis, que tous les ans, il y ait une vérification, c'est-à-dire que tu prennes la voiture, qu'on la prenne ensemble, que si je peux, et puis qu'on voit si, c'est sur une année, c'est toujours vrai, entre 20 ans et 90, le corps change, mais 20, 21, 22, 23, il peut changer, pas beaucoup, mais si c'est ne serait-ce que des petites modifications, ça mérite, je le dis, oui, bien sûr. qu'il y ait une sorte de vérification, contrôle, tous les ans, pour que tu commences ta saison en se disant, bon, ben là, on est sûr. Bon, Tout va peut-être bien. rien à faire, mais, enfin, je sais pas si tu as des accords, mais ça me paraît important, tu vois, de le Ouais, faire 2 mois avant le début de la compétition, des grandes compétitions là, de ta saison, qu'on le fasse, et comme ça on est tranquille, tu vois. Bon, ouais, alors évidemment, si dans l'année tu prends, mais c'est pas le cas puisque tu es sportif, tu t'entretiens, tu te vérifies, tu te contrôles. Mais si dans l'année tu prends 10 kilos, t'en perds 20 ou je ne sais rien, alors là c'est tout à changer, tu comprends. C'est l'avantage d'ailleurs des crosses morpho-anatomiques où après ça c'est histoire de philosophie et c'est pas à moi de choisir puisqu'aujourd'hui on offre les tous tous les... les aspects, on répond à toutes les demandes et à toutes les philosophies. Mais tu vois, avec une morpho-altorique, si le gars a cette philosophie et qui s'adapte à ce genre de cross, c'est sûr que c'est parfait parce que voilà, hein, voilà. C'est En ça. tous les cas, te confirmer moi que c'est un plaisir de collaborer avec toi. J'espère que tu vas, dans un futur proche, moins proche et lointain, confirmer, reconfirmer et forger un palmarès des meilleurs tireurs que la France ait connu. Et nous sommes, nous, des plus fervents supporters, sache-le. C'est gentil. Euh, sache-le, c'est important. C'est important d'avoir dans sa team des garçons brillants, mais surtout sympathiques et au bon esprit comme toi. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Tu feras un gros bisou à papa, maman, à Harmonie, je sais plus le nom du, du, Du père, du c'est Grégory. mari d'Harmonie, sa fiancée, du père. Et puis, Grégory. euh, et merci Clément de ces quelques nos auditeurs auront appris un petit peu plus de ta belle personnalité et puis quand maintenant ils vont voir sur une ligne Clément Bourg, ils sauront un petit peu mieux qui est Clément Bourg en dehors du tireur Y a pas de souci, émérite. merci beaucoup à toi. Merci Clément encore et à très très bientôt.